Pinchard, bonjour. Bonjour. Je suis ravi de faire ce nouvel entretien avec vous dans le cadre de l'atelier de recherche Iqbal. Nous avions déjà fait deux entretiens, un consacré à la bibliothèque et aux livres, et un autre consacré au capitalisme, autour de votre livre sur Marx, théologien de l'argent. Donc c'était deux entretiens qui sont des entretiens très éclairants. Et l'entretien d'aujourd'hui, je le vois organisé autour de l'année 2020, qui est une année assez singulière. Euh, du point de vue de la mondialité, je retiens deux faits qui ont marqué cette année. Alors, du côté de la culture, du côté de l'art, il y a la commémoration du 250e anniversaire de la naissance de Beethoven. Donc ça, c'est un événement qui, sur le plan mondial, a été l'occasion d'un grand nombre de concerts, d'événements autour de la musique, de l'œuvre de Ludwig van Beethoven. Et d'autre part, l'autre événement majeur, bien entendu, concerne la pandémie du Covid-19, cette crise sanitaire sans précédent. Et donc là aussi, je pense que ça sera intéressant d'avoir aussi votre regard sur tous ces événements. J'avais noté, vous l'auriez remarqué aussi, probablement, vous l'avez remarqué, que dès le début de cette crise du Covid-19, les philosophes et les penseurs, entre guillemets, ont été sollicités tout de suite pour éclairer un peu, pour essayer de comprendre ce qui se jouait. Moi, j'ai trouvé au début la démarche intéressante, mais j'ai constaté que les philosophes n'étaient pas mieux outillés, surtout pour parler sur l'instant et au début de la pandémie, de ce qui se jouait, parce que ce qui est sorti très vite, c'était une vision un peu lyrique, un peu trop positive. Voilà, c'est l'occasion ou jamais pour repenser, pour changer un certain nombre de choses dans notre manière de vivre. Mais je pense que depuis quelques mois, nous avons du recul et ça serait intéressant de comprendre. Bon, il y a un phénomène de sidération autour de ce qui s'est joué. Et je pense que ça sera très intéressant d'avoir votre point de vue, votre éclairage en tant que citoyen, mais aussi en tant qu'enseignant et en tant que philosophe. Et donc, peut-être que dans un premier temps, il serait intéressant de commencer l'entretien autour de, disons, la beauté comme guide autour de l'art et donc de parler peut-être de musique autour de la figure de Beethoven. Je crois savoir que vous pratiquez la musique et que je crois aussi dans votre famille, il y a des musiciens. Donc j'aurais aimé savoir dans un premier temps voilà, quel est votre lien personnel à la musique et comment la musique coexiste avec votre travail d'enseignant, de chercheur et d'auteur sur les questions de philosophie. Mon cher Eda, bonjour. C'est vrai que quand j'ai accepté l'idée de travailler avec vous au mois de juillet, à la fin du mois de juillet, sur les dossiers que vous venez d'évoquer, je pensais qu'on serait dans l'après-Covid. Le paradoxe et l'étonnement, c'est que, à force de vagues successives, nous sommes toujours au milieu de l'épidémie et que c'est sur le fond de cette espèce de rature extraordinaire de toutes les pratiques sociales que nous nous rencontrons aujourd'hui. Et nous nous retrouvons comme stupéfaits, empêchés. Et le comble dans le débat que nous avons, c'est que nous devons parler de l'année Beethoven et de musique, mais comme vous le savez, c'est précisément l'année où les concerts ont été claquemurés, où les orchestres sont au chômage et où les grandes interprétations qu'on pouvait attendre, à tout le moins des grands orchestres allemands, n'ont même pas pu se manifester. Donc, on a un Beethoven muet, qui est muet au fond comme nous tous. Et d'ailleurs, c'est une forme de mutisme, c'est que dans les derniers entretiens qu'on a eus ensemble, on était face à face et nous sommes bâillonnés par la distance et nous parlons dans l'interdit que constitue quand même le filtre de ces écrans.
dois vous avouer que la musique me remplit tout entier, aussi bien par mes mains, puisque je joue du piano, j'ai joué plusieurs instruments à un niveau d'ailleurs non professionnel, euh, les instruments à vent et puis les instruments à clavier, que la musique ordonne une certaine idée harmonique de la métaphysique que j'ai toujours essayé de défendre, tout en intégrant bien sûr les crises du temps présent. Et enfin, pour être plus précis sur le cas de Beethoven, que je prononcerai donc à la française, même si cette espèce de délision sur la dernière n'est pas brillante, dans son cas, c'est aussi la question de l'idéalisme allemand qui est posée, parce qu'il n'y a pas Beethoven sans Goethe, il n'y a pas Beethoven sans Fichte, Schelling et Hegel, comme vous l'avez d'ailleurs mentionné à juste titre dans un ouvrage à paraître de votre côté, l'affaire Beethoven nous conduit jusqu'à Wagner et à Nietzsche, ce qui fait que c'est toute la pensée de la tradition germanique qui est en jeu dans le dossier Beethoven. Si on parlait de Jean-Sébastien Bach, sans doute les questions seraient semblables, mais il faudrait y ajouter des déterminations luthériennes, théologiques, et un rapport au contrepoint, à l'harmonie et surtout à l'orchestration extrêmement différents. Et si nous parlions de Mahler, par exemple, nous aurions à additionner disons, des coefficients d'expressivité musicale d'un autre ordre, comme d'ailleurs parfaitement rappelé Adorno. Donc, la tension sur Beethoven m'oblige à effectivement une remémoration de mon rapport à la musique et m'oblige à le propager ou le réintégrer dans l'histoire de ce qu'on appelle l'idéalisme spéculatif de l'Allemagne. C'est-à-dire, évidemment, dans le destin allemand, ce qui n'est pas un des poids les plus légers que l'on ait apporté dans ce dossier. Alors, on pourrait dire qu'il y a dans Beethoven une joie laïque qui est incomparable par rapport à des compositeurs ou associés, ou rivaux, ou antérieurs, ou postérieurs. On ne peut pas entendre une note de Beethoven en se disant que celui-là, outre un talent monumental et aussi d'ailleurs une puissance de travail déchaînée, a essayé de positionner la musique dans un espace spirituel absolument spécifique qui cherchait à prendre en charge non seulement l'héritage des Lumières, mais au fond une forme de cosmopolitisme et d'intention d'universalité que d'autres compositeurs n'ont pas eu à porter de cette façon. Il y a un côté chez Beethoven de commencement radical, et un maître aussi hallucinant que Mozart qui le précède ne s'est pas senti dans son inspiration séraphique au fond, contraint de porter la même responsabilité, que donc on va appeler, si vous voulez bien, une responsabilité à la fois laïque, comme je l'ai dit tout d'abord, et cosmopolite ensuite. Ce qui est complexe, c'est de comprendre que pour y parvenir, il a eu besoin de reprendre le contrepoint et même le fugato qui était inscrit dans la tradition dont Bach est un grand illustrateur, ou Handel à sa façon, mais que les formes musicales qui découlent de ces préalables techniques de la musique, ces formes imposées du jeu musical, n'ont pu être reprises par Beethoven qu'à travers des redéfinitions qu'on a appelées souvent son gigantisme, en tout cas une restructuration fondamentale. C'est-à-dire qu'il ne fait pas que reprendre les techniques antérieures pour les élargir, mais il les redistribue autrement dans l'espace sonore. Qu'il s'agisse de la grande fugue, qui est ce quatuor à cordes si sollicité dans l'interprétation, qu'il s'agisse par exemple du fugato que vous trouvez dans le mouvement lent de la troisième symphonie. Ces événements
fugué ou repris des formes antérieures, sont confrontés à un phénomène nouveau dans la musique, qui n'est pas simplement l'alignement des notes les unes après les autres. Pour parvenir à l'espace sonore, évidemment, il faut une palette de colorisme sonore qui soit à la mesure de l'espacement. Et ce colorisme, évidemment, c'est le grand orchestre. Donc, on pourrait dire que le beethovenisme, c'est une construction reprise et redéfinie des éléments de la tradition musicale dans l'espace du grand orchestre. Parce que bien sûr, il n'a pas écrit que pour le grand orchestre, il a écrit sur toutes les formes qui existent, mais le moment où le beethovenisme prend sa dimension spécifique, c'est quand il le projette dans la dimension symphonique, et même les sonates pour piano, même les œuvres incidentes, les mélodies ou les pièces jouées dans dans la dimension des circonstances, sont toujours travaillées par cet espacement que donne l'orchestre et que incarne l'orchestre. Donc, on pourrait dire que pour parler au monde, au fond, Beethoven a élargi la sphère sonore à cette dimension qu'on pourrait qualifier, quand on écoute attentivement ces orchestrations, par une capacité à faire du proche et du lointain. Même une œuvre comme la pastorale est basée sur ce système d'écho, où vous avez des éléments thématiques qui sont prononcés au fond de près, qui sont interprétés, énoncés sur un mode immédiat, et qui après sont repris par des corps, par des instruments à vent en général, qui en présentent l'écho dans une profondeur, dans un lointain. Ce système d'espacement donc par un rapport proche-lointain arrivera sans doute à sa perfection la plus totale dans le mouvement lent de la 9e, qui d'ailleurs sollicitera tellement l'attention d'Hector Berlioz que lui-même, héritier du beethovenisme, qui tentera, sans y parvenir d'ailleurs, à introduire la symphonie beethovenienne en France, n'écrira lui-même le mouvement lent de la symphonie fantastique que par ce système d'écho, de proche et de lointain, ou par exemple dans Les Troyens, sa dernière œuvre, disons, monumentale. Donc, Beethoven, c'est quand même le basculement, si vous voulez, de la série des notes dans un espace composé ou articulé entre le proche et le lointain. Alors, ici, il est très facile, évidemment, d'avoir une projection en philosophie qui réalise ou vérifie ce que je suis en train de vous dire. C'est le passage de Leibniz à Kant, parce que si vous avez un auteur qui a construit un système harmonique sur le système des séries, dans une réduction de toute forme d'espace à la calculabilité des séries, bah, c'est bien évidemment Leibniz. Mais si vous avez un auteur qui a mis comme préalable à l'énoncé de toute forme de sens la réalité de l'espace et du temps, évidemment c'est Kant. Donc la rupture entre Leibniz et Kant, c'est que Kant reproche à
à Leibniz d'avoir construit des formalismes qui faisaient au fond l'économie d'une expérience radicale de l'espace et du temps. Eh bien, Beethoven, c'est exactement pareil par rapport à Bach. Vous avez des formalismes d'une sophistication inouïe chez Bach, mais qui, dans leur rigueur et dans leur énoncé calculable, ne font pas entrer, ou à titre simplement de surlignage, les éléments de l'espace et du temps. Par exemple, quand Beethoven Bach, pardon, dans la symphonie, dans la messe, décidément, j'ai du mal avec les deux auteurs, dans la messe en si, il va vous mettre des trompettes, il va vous mettre des timbales, mais ça ne change rien, en fait, à l'écriture sérielle ou sériale des énoncés de Bach. Tandis que chez Beethoven, c'est exactement le contraire. L'engagement spatio-temporel est le nouveau socle sur lequel va s'ensanter le phénomène musical. Et d'ailleurs, je reviens un instant au Covid, c'est-à-dire que précisément, en revenant à une conversation informatisée et par écran, nous rentrons bien sûr dans une calculabilité des éléments électroniques, et nous revenons à un monde de la série, et nous nous privons, mon cher Reda, ensemble, de nous rencontrer dans un espace-temps irréductible. Et donc, les retournements auxquels nous assistons annoncent un triomphe de Leibniz sur Kant et une perte de la radicalité de l'expérience du temps comme élément engageant de la philosophie. Donc, ce qui est très intéressant, c'est qu'au fond, ça va être assez dur, mais l'année Beethoven est l'année qui condamne Beethoven. C'est-à-dire qu'au fond, de fonder le cosmopolitisme dans l'espace-temps par une relation de près et de loin, avec la masse orchestrale et son colorisme propre, eh bien cela, c'est précisément ce modèle de sociabilité qui est en train de se suspendre. Pour combien de temps? J'ai cru tout d'abord, je vous le dis sincèrement, que c'était pour 3 mois et qu'il y avait beaucoup de fantaisie gouvernementale dans cette espèce de théâtre du masque et de la distance. Mais plus les semaines avancent, plus aussi les États ont besoin de ce contrôle sur les peuples que représente la réduction des échanges concrets entre les corps, ce qu'on appelle maintenant la présence physique. Tout cela, c'est une restriction qui s'annonce comme modèle de civilisation, venant se substituer en lieu et place de ce qu'on pourrait appeler le beethovenisme de l'humanité, tel qu'on est en train de le rappeler à l'instant. Voilà pourquoi il est curieux de parler de Beethoven et du Covid, mais que d'une certaine façon, c'est très juste, c'est tragiquement juste. Et au fond, la Chine, conformément d'ailleurs aux prédictions les plus extraordinaires de Leibniz, la Chine nous apprend à nous réformer. C'est-à-dire qu'en nous contaminant avec un virus qui suppose une informatisation intégrale des gestes sociaux, la Chine nous rappelle à la primordialité du formalisme sur l'expression lyrique spatialisée des expressions humaines. Voilà pourquoi je pense que notre sujet et notre rencontre, qui ont quelque chose de baroque, en vérité ont des pertinences qui nous dépassent profondément et qui nous obligent effectivement à remonter à la source, comme nous essayons de le faire à l'instant, du débat qui nous occupe. Votre réponse est tellement riche et en même temps très condensée, donc avec des éclairages très puissants.
Euh, vous avez d'une certaine manière devancé ma question en traitant tout de suite de ce que représente Beethoven du point de vue de la pensée. Vous avez devancé ma question dans le sens où je voulais vous poser à un moment la question de la musique est-elle, vaut-elle la peine au-delà de l'art, la dimension artistique, vaut-elle la peine d'être pensée, est-elle une matière à penser? Et donc vous avez tout simplement fait la démonstration que oui, définitivement, que nous entrons dans le domaine de la pensée directement à travers votre réponse. Vous liez donc Beethoven, vous l'inscrivez évidemment dans ce que vous appelez l'idéalisme allemand et donc un certain nombre d'auteurs et de philosophes. Vous évoquez le passage de Leibniz à Kant et, et c'est vrai que ce que vous dites sur le triomphe du numérique, c'est le triomphe quelque part de Leibniz. Votre remarque sur le fait que l'année Beethoven, d'une certaine manière, condamne Beethoven, demanderait peut-être d'être un peu plus, voilà, un certain, d'être dédensifié, si je puis dire. Mais il me semble que Beethoven, est-ce que vous seriez d'accord dans votre description, si je la résumais, pour dire que Beethoven, dans le classique et dans les formalismes, les formes du classique, euh, ne détruit pas ces formes, mais qu'il les bouscule considérablement, qu'il ébranle ces formes à l'intérieur voilà, de la tradition, sans rien, euh, sans rien détruire. Il bouscule considérablement ce formalisme. Et est-ce que vous seriez d'accord avec peut-être cette vision un peu résumée de dire que quelque part Beethoven serait le dernier des classiques et le premier des modernes, qu'il assure cette C'est phase de très, transition. voilà, c'est très acceptable comme formule, mais reste à savoir si nous-mêmes nous sommes encore modernes. Donc, si on veut dire par le premier des modernes, on peut décrire un arc qui va de Beethoven, par exemple, jusqu'à Boulez. Après, il y a d'autres choses qui nous appartient de penser, puisque nous sommes inscrits en cet après. Mais c'est absolument certain que, pour reprendre d'ailleurs des analyses très fortes que Boulez a pu développer, ne serait-ce que sur Debussy, on peut les appliquer à Beethoven en montrant que malgré la très grande liaison des éléments thématiques dans l'œuvre beethovenienne, il s'est inscrit des éléments aléatoires que si on prend par exemple l'ouverture de la 9e, si on, on, on prend au sérieux l'idée que ce fabuleux mur sonore qui a été créé à l'ouverture de la 9e est simplement l'effet du ralentissement d'un thème antérieur de Beethoven, presque guiré, presque, comment pourrais-je dire, sautillant, et que par le prodigieux ralentissement, environ du triple ou du quadruple de l'énoncé, d'une danse, on est passé à un phénomène tellurique et à un événement de gigantisme montagneux de la sonorité. Et donc, on peut admettre que Beethoven invente une sorte de curseur dans l'utilisation des motifs qui, par le jeu de l'aléa, par le jeu de la trouvaille, par le jeu de ce qu'on peut appeler aussi simplement le génie, vient à modifier les dimensions. Un détail devient l'hymne à la joie, l'hymne à la joie devient une sérénade, et ainsi on change constamment d'échelle. Et c'est une des raisons pour lesquelles il est arrivé souvent que certains quatuors à cordes de Beethoven ont été orchestrés sans difficulté parce qu'ils entraient dans la dimension sonore complète. Et inversement, on peut, comme l'a fait Liszt, réduire, si on peut appeler ça réduire, les symphonies à un jeu de pianiste à deux mains. Et donc, il y a un rapport à l'échelle
qui caractérise Beethoven. Et ça, vous ne pouvez pas faire ça. Les Noces de Figaro, vous ne pouvez pas changer les échelles des Noces de Figaro, qui est une échelle qui reste marquée par une forme d'humanisme de la taille humaine. Beethoven produit cet humanisme cosmopolite dont nous parlions tout à l'heure, qui n'est plus à échelle humaine, mais qui est à échelle globale, par le truchement, comme je l'expliquais, des intuitions pures de l'espace et du temps. Donc, il me semble qu'on peut suivre votre idée. Alors, quand vous dites qu'il bouscule les formes, la première chose qu'on doit dire, c'est que d'abord, il les allonge. C'est-à-dire que c'est le gigantisme du temps. Vous retrouvez tout à l'heure l'idée, espace et temps. Les pièces deviennent démesurément longues jusqu'à celle qui nous a intéressé tout particulièrement à Meur-Clavier. Mais dans la 9e, dans l'ensemble des variations Diabelli, il y a une forme si allongée, une sorte d'élongation temporelle de la forme sonate, que, comme vous savez, c'est même un élément qui a suscité le rire beaucoup chez les humoristes un peu distraits. Beethoven n'arrive pas à finir ses œuvres. Hein. Il y a des accents finaux, et puis on repart, et puis on redonne des accents finaux, et puis après on s'arrête et on refait encore un accent, et puis au cas où on n'aurait pas compris, il faut encore ajouter un accent, et peut-être qu'un dernier accord serait pas si mal. Donc il y a l'idée que la musique devient un chant sans fin. On pourrait faire d'ailleurs une hypothèse qu'il faudrait travailler, mais que peut-être il y a une recherche chez Beethoven de l'éternel retour, et que on peut estimer à certains égards que l'élément que César Franck va mettre en scène, c'est-à-dire le monothématisme d'une œuvre par transformation du même thème en plusieurs aspects qu'il recèle en son sein, est déjà esquissé par Beethoven, parce que l'opposition académique, si vous voulez, entre le thème masculin et le thème féminin n'est peut-être jamais rien d'autre qu'une réécriture du même thème dans des coordonnées ou dans des échelles différentes. Ce qui fait que il y a à se libérer d'une conception archétypique ou archétypale des thématiques de Beethoven, pour montrer plutôt la continuité des énoncés que leur dualitude prétendument mythologique et en vérité très discutable à cet égard. Un point sur lequel que vous n'avez pas évoqué, que beaucoup de musiciens ou de grands compositeurs n'évoquent pas forcément dans l'appréhension de l'œuvre de Beethoven, c'est la dimension personnelle, enfin l'épreuve personnelle, ce qui nous ramène à la question de la crise, d'une certaine manière, à la crise sanitaire, au confinement, au problème de santé de Beethoven. Toute sa vie, Beethoven a été affecté dès son plus jeune âge par des problèmes de santé, dont un handicap de l'audition. Et donc, quand on lit ses correspondances, on voit que clairement, c'est plus un handicap social, un stigmate social qu'un obstacle pour sa composition. Mais ce que j'ai envie de dire, c'est la question, c'est quelle est la part disons de la maladie ou de l'handicap dans la création, le génie créatif de Beethoven, son exploration, sa volonté de, voilà, cette vision un peu, ce géomètre de l'espace musical, c'est la volonté d'élargir, d'élonguer ou d'explorer les extrêmes. Quelle est voilà, cette la part de la maladie, en fait, disons, ou de l'handicap, des limites voilà, d'audition, de captation aussi, voilà, du monde acoustique, ou bien beaucoup ont dit aussi que cette surdité
n'était pas une surdité complète, mais qu'il y avait une sorte de bruit intérieur auquel que Beethoven percevait. Ce n'est pas une surdité complète, et puis elle a été progressive, et que peut-être il avait accès à des registres sonores ou à des espaces qui nous sont proprement inaccessibles. Donc, moi, ce qui me paraissait intéressant, c'est que voilà, nous sommes confinés à l'échelle planétaire actuellement, mais je dirais que Beethoven a été confiné quasiment toute sa vie par par ce problème de santé qui à la fois l'a fait énormément souffrir, mais c'est ça que je trouve très très intéressant et qui parle à tout à chacun, c'est de voir comment, qu'est-ce qu'il fait de sa douleur, de sa peine, de sa maladie pour se dépasser et pour accéder au génie et souvent au sublime. Alors, si on admet, en tout cas, l'image que je vous proposais antérieurement, on peut dire que le beethovenisme, c'est d'abord une puissance de composition, euh, de, euh, au fond, de positionnement des sons dans l'espace, et qui, au fond, manifeste une prodigieuse activité mentale avant d'être un apitoiement sur son sort. Et donc, il y a là la nécessité de dégager le plan formel de l'œuvre, des circonstances, disons, tragiques ou pathétiques dans lesquelles il vient à se concevoir. Et à cet égard, la surdité n'est pas plus prégnante que Napoléon ou que les amours ou que la filiation avec Haydn, toutes sortes de choses qui font partie, ou le neveu pervers dont il fut affligé, enfin tous ces éléments viennent soutenir une attention à un son intérieur, vous avez parfaitement raison, bien plutôt qu'ils en seraient la cause motrice ou efficiente. Il y a un point quand même lié à sa santé qui est assez remarquable, c'est qu'une des hypothèses sur sa surdité, ça allait de la syphilis jusqu'à une sorte d'hystérie, enfin on a fait toutes sortes d'hypothèses, une belle hypothèse, c'est que en fait son corps aurait été frappé d'une forme de maladie de gigantisme, que son corps ne cessait de grandir, et que, loin de se stabiliser à l'âge de la maturité, il aurait été affecté d'une croissance permanente, et que c'est la croissance des os de la face qui aurait broyé peu à peu le nerf auditif. Alors, je ne suis pas médecin, je ne connais pas d'exemple de cette maladie, donc je n'ai rien à dire. Mais simplement, évidemment, il est plaisant de voir que ce gigantisme se retrouve dans les œuvres. C'est-à-dire que, bien sûr, on peut lire le gigantisme à la façon d'un prométhéisme et d'une sorte de réveil à la vie des forces, ce que lui il appelle les giganti di spirito, hein, les géants de l'esprit qui viennent à changer le cours de l'histoire par leur rappel des mythes primordiaux. Mais là, je parle d'un gigantisme qui déplace toutes les plaques, et en particulier donc les plaques des os crâniens, enfin les formants du crâne, et qui pourrait expliquer très bien la modification de la forme sonate, la forme fuguée dans l'œuvre de cet auteur. Et donc, on pourrait en appeler à une sorte de transhumanisme ou d'Übermensch, comme on dit en allemand, une sorte de surhumanité qui vient à recouvrer au fond des forces si profondes que le corps lui-même devient trop étroit pour le compléter. Alors il reste quand même une question liée à ce pathos dont vous parlez, c'est le problème de l'accent chez Beethoven, parce que là pour l'instant, au fond, j'ai insisté sur l'aspect de la composition mélodique et de la complexité des relations entre les éléments mélodiques, mais Beethoven, c'est aussi le coup de talon du danseur, le coup de talon de la colère, et aussi l'accord dans ce qu'il a de plus prégnant. On peut s'attacher à cette dimension subjective, immédiatement expressive
qu'on pourrait appeler le cri ou le bondissement, qui est à la base d'une œuvre qui est d'ailleurs, à bien des égards, dansante, hein, parce que il y a beaucoup de mouvements lents chez Beethoven, bien sûr, mais combien, et dans les symphonies d'abord, de folles danses. Et dans la huitième, c'est évident, dans tout ce que on entend dans la troisième, la septième, enfin il y a une sorte de ronde du monde permanente. Donc l'accent semble lié à cette capacité, cette propension à la danse qui est si curieuse chez un homme qui semblait un peu pâteau pour les images dont on peut disposer et qui semblait être à l'inverse de Mozart, tout sauf élégant, mais qui avait une capacité de bondissement remarquable. Alors, une des explications, évidemment, sur la présence de l'accent chez Beethoven, c'est de dire, par exemple, qu'il y a un élément passionnel, il y a un élément, on peut même dire, libidinal, associé d'ailleurs à la percussion. Hein. C'est pas un auteur qui invente la percussion comme un instrument au sens plein. Quand vous voyez la fonction des timbales dans le deuxième mouvement de la neuvième, par exemple, timbales qui viennent interrompre du thème, sur un mode répétitif d'ailleurs, on s'aperçoit que la timbale, aussi bien dans l'orage de la pastorale, et la timbale joue un élément colossal. Ou dans le premier de la cinquième, l'entrée, dans la deuxième partie du premier mouvement, l'entrée du corps, qui est un des plus beaux moments de corps de toute l'histoire de la musique, ce moment-là suppose une autonomisation du son et la révélation du destin de chaque instrument, comme on en verra peut-être peu à ce degré par la suite. Donc, on pourrait dire que, encore une fois, je reviens à ce que je disais, une subjectivité et au fond l'instauration du monde de la volonté. Et là, nous entrons dans l'œuvre de Schelling, un des contemporains de Beethoven, qui, dans les recherches sur la liberté humaine, qui sont, je crois, de 1809, donc, vous voyez, au moment même où se composent les symphonies décisives, Schelling, avec une lucidité admirable, dit que le grand événement de notre temps, dit-il philosophiquement, métaphysiquement, c'est qu'on appelle être ce qui est voulu, et que le nom de l'être, c'est volonté. Alors, ce paragraphe admirable, décisif, a été évidemment porté à un très haut degré d'élaboration par Heidegger, qui a cherché à y montrer le tournant de l'Occident, sans en tout cas prendre parti sur ce débat si difficile. On pourra en tout cas reconnaître que Schelling voit s'exercer cette civilisation de la volonté, dont l'accent va être l'expression la plus directe chez Beethoven. Il y a une autre détermination qui est utile de penser. L'accent est lié à l'élément dionysiaque de l'œuvre de Beethoven. Alors, quand je dis l'élément dionysiaque de l'œuvre de Beethoven, on est bien d'accord que je ne me contente pas ici de faire un commentaire nietzschéen des œuvres de Beethoven, ce qui d'ailleurs serait tout à fait légitime, et d'ailleurs fidèle à ce que Wagner avait pu demander à Nietzsche lorsqu'il a écrit la naissance de la tragédie pour mettre en évidence la nécessité de l'œuvre de Wagner sur la base de celle de Beethoven. Mais Beethoven lui-même en a appelé au dieu Pan, lui-même en a appelé à une fête bachique, et Beethoven est contemporain de Lirlin, et qu'il sait très bien qu'il n'y aura pas de modernité s'il n'y a pas une nouvelle association entre les dieux des modernes, c'est-à-dire les dieux monothéistes, et les dieux des anciens, c'est-à-dire les grandes vertus, à tout le moins d'Apollon et Dionysos. Donc, Beethoven, dans ce projet que j'appelais donc le grand projet au fond de la symphonie laïque,
intègre dans cette laïcité les dieux de la prière, mais aussi les dieux de l'ivresse. Et il a été amené à mobiliser au fond le culte panique et le culte bachique comme un élément de sa musique. On dira donc que peut-être plus que la surdité, peut-être à cause de la surdité, ou du moins à l'occasion de la surdité, il y a un réveil d'un pathos, qui est le pathos, comme je l'ai dit tout d'abord, de la danse, ensuite le pathos de la subjectivité souffrante, et le pathos mythologique, ou le pathos déistique, si vous voulez, qui vient à nourrir l'élaboration formelle pour lui donner ce qu'on appellerait non plus seulement un espacement dans l'espace et dans le temps, mais aussi un espacement dans la sémantique de l'œuvre. Et l'œuvre n'est plus tenue à un seul registre au fond théologico-critique, mais une pluralité. On peut faire une lecture païenne de Beethoven, comme on peut faire une lecture luthérienne, comme on peut faire une lecture nationale, comme on peut faire une lecture opératique de son œuvre. Donc, le même qui est donc un espacement sonore, il y a un espacement sémantique dont l'accent est un des points cardinaux. Ce qui me paraît frappant quand on lit disons, les correspondances personnelles de Beethoven, ça nous permet de l'approcher de manière, voilà, d'avoir une vue assez précise de sa personnalité, de ses sujets d'intérêt. Donc, on a beaucoup de documents sur l'individu, le personnage, son caractère, ses goûts. Et en rapport à ce que vous avez évoqué sur la dimension de l'accent, du coup, de l'accord et voilà, de l'impression d'une ronde du monde permanente, une propension à la danse, mais aussi ce que vous avez évoqué sur l'aspect de symphonie laïque qui invoquant les dieux de la prière et de l'ivresse. Quand on voit sa propre formation, c'est quelqu'un qui est passé par l'université à un moment, à l'université de Bonn, mais enfin, ce qui est remarquable pour quelqu'un de son époque, c'est la culture. Il sait façonner une culture livresque très impressionnante pour quelqu'un qui n'est pas un produit du monde académique ou du monde universitaire ou du monde scientifique, c'est-à-dire qu'en parallèle de son œuvre, c'est quelqu'un qui lisait énormément, évidemment, voilà, la mythologie grecque, la philosophie grecque, mais aussi les spiritualités. Il était très à l'écoute, très intéressé par les spiritualités extra-européennes. Donc, il a lu beaucoup sur l'hindouisme, sur la religion des Égyptiens, voilà, de l'Égypte, voilà, antique. Et donc, il y a cette ouverture aux autres cultures. Et donc, peut-être c'est aussi, c'est en même temps quelqu'un qui est un homme des Lumières. Bon, je pense que c'est un républicain dans l'âme. Ça ne s'exprime pas forcément dans sa musique, mais ce que vous évoquez comme une symphonie laïque, ou bien une dimension spirituelle, mais qui s'affranchit des chapelles religieuses. Voilà, quelque chose. Ce qui me frappe, c'est justement cette ouverture que je trouve remarquable pour quelqu'un du début du 19e siècle. Voilà, avec voilà, un préjugé favorable à tout ce qui est en dehors du monde européen. Et c'est ça aussi qui nous fait aborder peut-être l'aspect contemporain de la musique. J'ai évoqué que voilà, c'est un moderne dans un certain sens. Quand on entend la hammer clavier, mais aussi on a ça aussi chez Bach parfois, par exemple les variations Goldberg. Il y a des phrasés qui ressentent comme de la musique qui aurait été écrite aujourd'hui. C'est-à-dire que quand vous écoutez, il y a des phrasés jazz, pour le dire voilà, directement. Quand vous écoutez certains passages, vous sentez voilà, une contemporanéité de l'œuvre. Et donc, j'ai évoqué un peu le cas de Bach dans les variations Goldberg, mais dans la Merklevier, je trouve ça assez frappant
ce qui m'amène à aborder, disons, la musique. Évidemment, la musique est un pont. Beethoven exprime une universalité. Son œuvre, bon, ben voilà, la cinquième symphonie, les quatre notes fatidiques, c'est quelque chose que tout un chacun au sein de l'humanité a déjà entendu au moins une fois. Et donc, il y a une sorte de recognition, hein, de certains motifs beethoveniens. C'est quelque chose qui de l'acquis aujourd'hui. Et donc, cette capacité à transcender les cultures, les frontières, alors que nous sommes encore aujourd'hui soumis à des replis identitaires, à des phénomènes de rejet ou d'extrémisme, je trouve ça vraiment remarquable qu'un homme, voilà, du début du 19e siècle puisse exprimer, enfin, des ouvertures qui font partie aussi de notre temps. Et donc, la musique nous apparaît comme un pont, bien sûr, entre les hommes, etc. Mais euh, vous le savez très bien, la musique classique demande une éducation pour la comprendre, demande une formation. Ce n'est pas une musique forcément qui va toucher tout le monde. Et moi, je voudrais disons, établir une comparaison. Pour moi, je dirais qu'aujourd'hui, euh, la grande musique de notre temps, la grande voix intellectuelle de la musique de notre temps, pour moi, c'est le jazz, euh, la musique jazz. Alors évidemment, apparemment, c'est très éloigné du classique, mais j'ai mentionné que dans le classique, nous trouvions des premiers, disons, premiers motifs propres aujourd'hui au monde du jazz. Pourquoi je parle du jazz? Parce que justement, il me paraît que cette musique aujourd'hui, enfin aujourd'hui depuis des dizaines d'années, mais pourquoi c'est la grande musique? Parce qu'elle nous permet une véritable anthropologie musicale, c'est-à-dire qu'à travers le jazz, nous pouvons accéder au classique, et il y a évidemment du classique dans toutes les cultures du monde. Hein, il y a de la musique classique chinoise, iranienne, arabe, enfin, voilà, et ainsi de suite. Alors, le jazz nous permet d'aborder le classique, le contemporain, l'élitaire, le spirituel, et je trouve cette musique absolument exemplaire de ce point de vue-là, c'est-à-dire qu'elle arrive à faire ce qu'en sciences sociales, on arrive difficilement à entreprendre. Voilà, la compréhension de l'autre ou comment, comment fusionner, mélange des genres, mais dans le meilleur sens du terme de mélange des genres. Hein. Donc, et je trouvais intéressant que Beethoven, d'une certaine manière, soit un peu annonciateur de tout ça à travers sa propre ouverture aux autres cultures du monde et aussi à travers certaines formes ou expressions de sa musique. Et j'aimerais vous entendre par rapport à, voilà, à la musique, disons, à la musique savante ou la musique, disons, éclairée d'aujourd'hui qui nous aiderait à penser le monde, à penser l'individu et ses cultures. Je vais commencer par une remarque technique et j'essaierai de me hisser à la perspective que vous présentez. Si vous prenez les variations de Goldberg de Beethoven et que vous voulez en faire du jazz, il faut que vous ajoutiez un élément, c'est-à-dire que vous fassiez entrer la structure métrique de l'œuvre de Bach
dans un déséquilibre rythmique qui lui permettent de se mettre en mouvement et d'entrer en pulsation avec la métrique du jazz. Si vous voulez entendre au fond une proposition jazzy dans Beethoven, le problème est complètement différent parce que vous n'avez rien à ajouter, parce qu'un des éléments déterminants chez Beethoven, c'est qu'il y a une pulsation. La pulsation, elle fait partie justement de l'espacement primordial dont j'ai expliqué son rapport aux intuitions pures de Kant. Et donc, l'œuvre de Beethoven est essentiellement pulsée, et c'est pourquoi, au fond, elle n'a pas besoin d'être jazzéifiée, à la différence des œuvres de Bach. Elle est, si on entend par jazz, au fond, l'entrée d'une certaine déséquilibre métrique, dans les énoncés, elle est déjà insérée dans le tissu beethovenien. Au fond, Beethoven, c'est, si vous voulez poursuivre votre vocabulaire, le jazz lui-même, en un certain sens. J'en veux pour preuve donc cette Hammer Clavier dont vous parlez si bien. Le deuxième thème, pourquoi il est jazzy, pour reprendre votre façon de parler, eh bien parce qu'il est basé sur une syncope. C'est-à-dire que le déséquilibre à la main gauche crée un sentiment à la fois de trébuchement et d'attente sur lequel se libère une main droite céleste qui va chercher très haut dans le clavier, donc très haut dans les aigus, les motifs de sa méditation. Donc, vous voyez, l'œuvre de Beethoven, très largement, est basée sur, dans sa métrique, je veux dire, sur la syncope, sur d'autres schémas formels, évidemment, mais ce rythme syncopé, vous l'avez au cœur de l'œuvre beethovenienne. Alors, je ne serai pas tout à fait d'accord avec vous. Je ne pense pas que le jazz soit la musique contemporaine. Je ne pense pas d'ailleurs que pour autant, et d'ailleurs, la chose est, à mon sens, c'est conclu, le formalisme sériel. Je ne pense pas, même si s'il me fallait, sous la pression, disons, des événements, prendre une décision, je parierais plus pour le rock que pour le jazz. Mais si j'exprimais mon sentiment profond, je dirais que la vraie survivance de la musique, c'est la musique de film. Je pense que la musique contient, comme disait Nietzsche très, très profondément, une décharge représentative en son sein, qu'il n'y a pas de musique qui n'éclate dans des images. Et c'est d'ailleurs ça qui lui permet d'avoir une portée mythique si marquante. Et que donc le cinéma, depuis son origine, a senti cette association avec l'image. Et que, bien sûr, pour mener mon hypothèse jusqu'au bout, il faudrait passer par le truchement de l'opéra, sur les analyses de Wagner sur le fait qu'après Beethoven, la musique est finie. Hein, c'est ça, le livre admirable de Richard Wagner qui s'appelle Beethoven, de même opéra et drame, expose d'une façon précise que la musique s'achève au moment où, dans le dernier mouvement de la 9e symphonie, Beethoven découvre qu'après le mouvement lent de la 9e, on est arrivé à un tel degré d'accomplissement de la musique que seule la voix peut prendre relais et que nous entrons donc dans la dimension du poème chanté et en horizon ultime de l'œuvre d'art total que représente un opéra mûri. Donc, l'œuvre musicale aurait connu son achèvement avec Beethoven. Au fond, ceux qui l'ont suivi et qui seraient restés dans la dimension de l'écriture strictement instrumentale seraient des épigones. Prenons un exemple d'épigone de génie, Brahms, qui continue la formule beethovenienne, mais qui ne comprend pas le télos
de l'événement beethovenien qui suppose le basculement vers la dimension de la parole et du chant. En revanche, Weber et Wagner, eux, ont compris que le développement du beethovenisme, c'est l'opéra, et que seul l'opéra est à la mesure de ce qui était réalisé, accompli dans Beethoven. Et comme le fait remarquer admirablement Wagner, c'est pas dans Fidelio que ça se joue, qui reste un opéra à bien des égards classique, c'est dans la neuvième. C'est la neuvième qui est, si vous voulez, le processus de dépassement du sonore par lui-même en vue d'opéra. Donc, je reviens à ce que je disais antérieurement. Avoir ce dépassement de la musique par elle-même dans la voix, eh bien, et dans la projection d'images, il me semble que le film contient cette possibilité, qui inclut évidemment la musique de jazz qui accompagnée d'une façon formidable, je ne sais combien de films, et d'ailleurs souvent ce qu'on pourrait appeler des films de l'atmosphère, mais qui n'exclut pas la restitution des grandes symphonies pour Eisenstein, pour toute la tradition hollywoodienne, qui n'exclut pas, jusqu'au Seigneur des Anneaux, la reprise de certains mouvements de Mahler ou de Bruckner comme élément constitutif. Ce qui fait que à mon avis, la vraie synthèse du fait musical, c'est le film. Et là-dessus, on n'a pas le temps de s'en occuper. Peut-être que je n'ai pas toutes les lumières nécessaires. Il faudrait se poser la question si cette symbiose n'a pas été bouleversée par la série. Est-ce que la série n'est pas la fin de l'aventure musicale avec le cinéma? Parce que, comme vous remarquerez, il y a des chocs répétitifs musicalement dans la série, mais il n'y a plus de développement, puisque précisément la série, c'est l'anti-développement. Et si je voulais absolument continuer mes hypothèses, là encore, on pourrait dire que c'est le triomphe de Leibniz, c'est-à-dire que la série, c'est le retour à un événement cyclique et suivant, au fond, un formalisme, qui en l'occurrence est le formalisme de l'intrigue et du moteur de la série, qui s'oppose à la réalisation spatio-temporelle vivante que représentait, qu'incarnait la musique beethovenienne et post-beethovenienne. Donc, je crois que nous assistons à une sorte d'accomplissement de la musique dans la musique de film, en tant qu'elle est capable de dévorer. Regardons, Ennio Morricone est mort la semaine dernière, et donc, voyons, Michel Legrand, très grand compositeur, et tant d'autres qui ne me reviennent pas en mémoire, qui mériteraient d'être cités ici, et qui ont immensément mobilisé la mémoire musicale dans le rapport au film. Maintenant, comme je le disais à l'instant, vivons-nous encore dans un film ou dans une série? Voilà, c'est ça la question qui se pose. Et tout laisse penser qu'effectivement, l'accablement de la série, parce que je trouve que quand même la série est accablante, d'autant plus qu'elle peut être insupportablement abjecte, il faut quand même le savoir, et insistante dans son abjection, la série est le schéma absolu de ce qui nous attend. Et on pourrait dire que le Covid, c'est une très mauvaise série. Voilà ce que j'en pense. Bruno, vos remarques sont extrêmement denses, mais elles sont affiliées. Donc, le fait que vous évoquez pour vous la dimension aujourd'hui dans le monde contemporain où la musique est la grande affaire intellectuelle s'exprime dans le cinéma, mais au moment où vous faites ce constat, nous sommes déjà rattrapés par le temps, puisque le cinéma est d'ores et déjà rendu obsolète parce qu'il y a la série. Et la série nous ramène à ce que vous disiez, disons au triomphe du numérique, au triomphe peut-être du discret, au triomphe de Leibniz. Bon, Leibniz est un immense penseur, on adore Leibniz, mais et à ce que vous disiez sur votre phrase un peu lapidaire, cette sentence lapidaire, vous disiez l'année Beethoven, donc la commémoration du 250e anniversaire de sa naissance. Donc en fait, il est né en décembre 1770, c'est-à-dire en décembre 2020,
en Comme fait, Napoléon, Chateaubriand quelques autres. Goethe. Non, non, Goethe, c'est bien avant. Non, non, Napoléon et Chateaubriand sont nés en même temps, hein, avec d'accord, Beethoven. voilà. Et donc, ce que vous dites sur, peut-être c'est la dernière partie de notre entretien qui va nous ramener à la crise d'ampleur planétaire que nous vivons actuellement, chargée d'incertitudes, autour de ce constat que j'aimerais que vous reveniez un peu sur cette sentence lapidaire, l'année Beethoven condamne Beethoven, comment, et voilà ce que vous avez dit sur la série, sur le fait que c'est le triomphe de Leibniz, sur Kant, en fait le triomphe d'une certaine manière du numérique, voilà, dans l'instauration des relations, dans la production de connaissances. Alors évidemment, ça apporte N'oubliez pas énormément. la question de la Chine. Il n'y a pas de Leibniz sans un triomphe de la Chine, puisque Leibniz est celui qui a pensé, a priori, ce qui allait advenir dans le dialogue de l'Europe avec la Chine. Donc, c'est intéressant de voir que tous ces éléments se mettent à se vérifier les uns les autres. Alors justement, comment nous avons l'avantage, nous sommes restés, nous ne nous sommes pas exprimés au début de cette crise de pandémie du Covid-19. Maintenant, nous sommes, voilà, quelques mois passés, on pensait qu'elle allait être dérénée, comme vous le disiez au début de notre entretien, et finalement, nous sommes encore plus chargés d'incertitudes. Nous avions mené un entretien très important sur le capitalisme, l'infinitisation de la marchandise, la consommation effrénée, voilà, ce désir de croissance sans fin. Et donc, j'aimerais qu'on revienne un peu à cette crise à partir de ce constat, hein, de pourquoi l'année de Beethoven condamne Beethoven, voilà, autour de ce qui s'est passé. Et bon, disons un premier lien avec ce que vous évoquiez dans notre entretien sur le capitalisme. Vous disiez à l'époque, il y a quelques années, c'était en 2015, que nous étions engagés dans un processus, voilà, infini, euh, et qui, en fait, vous disiez, je crois, sur le plan théologique, ça correspondait à l'incarnation de l'infini dans le fini, et que nous poursuivions cette démarche dans toutes sortes de dimensions. Et pour vous, vous disiez à l'époque qu'il fallait, vous ne connaissiez pas de théologien capable d'arrêter ce processus. Ce qui est très frappant dans ce qui s'est passé avec la pandémie du Covid-19, c'est que en quelques semaines, voilà, en quelques semaines, le monde, pour l'essentiel, s'est arrêté de fonctionner. Donc, toute cette machinerie autour de l'économie, c'est ce qu'on pensait impossible de réguler, parce que nous savons aussi qu'à terme, nous sommes en train de dérégler le climat, nous allons vers un avenir sombre si nous poursuivons notre mode de vie, nos croissances et nos excroissances, les crevailles dont vous parliez dans notre entretien sur le capitalisme. Et, et là, en quelques semaines, tout s'est arrêté. Et ce n'était pas un processus théologique, mais c'était une mobilisation qui a touché tous les États autour d'une peur fondée ou infondée, peur panique, d'un danger d'ordre sanitaire, un virus. Voilà, un virus dont on peut se prémunir en se lavant les mains, voilà, en se protégeant avec un masque. Je veux dire, mais ce virus a été la cause d'un arrêt total de nos activités. Et donc, j'aimerais, dans un premier temps, voilà, vous entendre sur voilà, nous avons pu arrêter le monde, et ce n'est pas, disons, un processus qui a rapport justement à une force transcendante, mais quelque chose qui a saisi quasiment l'ensemble des gouvernants de la planète. Alors, je reprends pour répondre à votre demande, pour dire en quelques mots ce que je veux dire quand je dis que l'année Beethoven a condamné Beethoven. Je veux dire que le fait qu'une célébration à visée cosmopolite, fraternelle et charnelle ne peut se réaliser que dans la distance, le mutisme
et la fermeture des théâtres et des orchestres, c'est quand même un paradoxe qui fait que le sommet de la voix, de l'exclamation humaine, se fête dans le silence et le bâillonnement. Donc, ce que je voulais dire, c'est qu'au fond, à surdité, surdité ennemie, Beethoven s'est trouvé dans une dimension de surdité, et quand nous avons à fêter Beethoven, nous sommes condamnés à la surdité de n'avoir pas le droit de réunir deux musiciens, si ce n'est par téléphone et par une recomposition électronique à distance des orchestres. Pour renchérir dans le sens que vous indiquez, effectivement, nous ne pouvons pas arrêter le processus du capital, qui est un enchaînement diabolique et toujours accéléré, et pourtant nous l'avons arrêté pour un virus. Il y a donc eu une puissance de freinage que nous n'avons jamais vue, jamais expérimentée, et qui a produit une sorte de vertige. Vous savez que beaucoup de gens sont entrés en dépression, d'autres sont entrés en des jouissances qu'ils n'avaient pas envisagées, que tout le monde s'est retiré de son travail, que le malaise extraordinaire qui caractérise les ambiances professionnelles n'a pas eu à passer par la protestation dans les rues, mais est devenu le retrait, chacun restant chez soi et accomplissant plus ou moins correctement son travail par Internet. Donc, il y a eu effectivement un phénomène, au fond, de désintérêt, de, de d'abandon du masque de la normalité et finalement une sorte de mise à nu des rouages que nous ne pouvions même pas imaginer. Si un utopiste avait formulé l'hypothèse d'un arrêt total de la production industrielle pendant 3 mois, il aurait été considéré comme un irresponsable et comme un fou dangereux. Or, ça s'est produit et l'immense malaise est devenu patent, avoué, presque goguenard. Et ce qu'on peut considérer, c'est que maintenant, tout le monde porte son symptôme sur le visage. On peut dire que le symptôme, c'est le masque. Avant, le masque, il était dedans, maintenant, le masque, il est dehors. Et il y a une sorte d'extériorisation d'un immense malaise, d'une sorte au fond, d'épidémie de désintérêt pour la chose non seulement sociale, mais au fond pour la production, mais c'est-à-dire pour la consommation, mais c'est-à-dire au fond pour l'existence même. C'est une sorte de détournement des fins de l'existence. Alors, nous ne savons pas comment cela va être résolu. Ou bien la production va repartir avec une telle force. C'est ce que beaucoup d'économistes pensent, que au fond, c'est un luxe qu'on s'est offert, une sorte de Saturnale pendant 3 mois. L'humanité s'est payée, est assez riche pour se payer de déjouer le jeu social pendant 3 mois. Et au fond, ça ne sera qu'un pli dans l'histoire. L'autre hypothèse, c'est qu'à partir d'octobre, de novembre, la facture de cet amusement va devenir impayable et nous allons entrer dans de la guerre civile, pour appeler les choses, disons, par leur nom. Là, je ne suis pas capable de trancher. J'ai une pente, j'ai le sentiment que la production va effacer ce qui s'est donné comme des vacances imprévues. Mais alors, si la production efface, naturellement, on ne va pas nous raconter des amusettes écologiques, parce qu'évidemment, il va falloir souiller radicalement la Terre pour rattraper le temps perdu comme il la perd. Donc, le sommet, c'est à la fois de déjouer le jeu social et se croire écologiste, parce que quand il va falloir rattraper, ça va être au prix du saccage, bien évidemment. Donc, le sommet de l'irresponsabilité, c'est de pratiquer le désenchantement social en restant à la maison et s'offrir ce deuxième luxe de voter écologiste. Ces derniers votes sont insensés, heureusement. Comme vous le savez, ils ont touché 20% du corps électoral, peut-être moins. Donc, les irresponsables allant auprès des héros de la moralité, tout cela, ce sont les gens qui ont cru qu'ils étaient importants.
Restent les 80% qui sont sidérés et qui sont en fait les seuls lucides et qui n'osent pas se prononcer au fond sur ce dilemme où on ravage pour survivre, où on accepte de mourir pour sauver voilà la situation. Donc, ce qui est intéressant, c'est de savoir ce que vont penser les 80% qui se sont tus. Une des hypothèses, d'ailleurs, c'est qu'ils ne parleront plus jamais. C'est une hypothèse forte et qu'ils ont compris que c'était fini, que ce n'était pas la peine de jouer ce jeu absurde et qu'ils endureront la situation comme un destin. Ça, c'est une possibilité qui, à mon avis, sera celle qui sera réalisée. Reste une autre possibilité, c'est que ces 80% trouvent un point de fédération qu'on pourra appeler populisme ou renaissance ou mobilisation, enfin de tous les mots que vous voulez. En tout cas, cette mobilisation, mais nous aurons donc 80% d'un peuple ivre d'angoisse et personne ne peut savoir dans quel sens, pour quel motif et pour quel enthousiasme commun et partagé ils vont se réunir. Là, il y aura intérêt à avoir un très grand Beethoven pour leur faire une symphonie de la joie pour les réunir, parce que sinon, ils vont faire exactement comme les moutons de Panurge, ils vont sauter dans le vide. Et c'est ce qui est concevable. Il faudra un géant de la rétention, en fond, pour transformer en joie collective, ce qui pourrait être simplement un suicide collectif. Voilà donc comment je vois les choses, et je maintiens ce que je disais il y a plusieurs années, en effet, que si on considère que toute pensée de la totalité est une pensée au fond du théos, et que là nous sommes confondés à des phénomènes de totalité, par conséquent, celui qui devra penser ce qui se passe devra être un théologien, c'est-à-dire qu'il parlera au nom du théos. Le théos étant pan, le Dieu total. Bon. Or, celui-là, il n'existe pas pour la simple raison que les théologies et les philosophies dites de la finitude ont valorisé jusqu'au narcissisme des vues partielles. Et donc, on préférait des philosophies du fragment, des philosophies du détail, des philosophies de la forme interrompue. Il faudrait donc que quelques pensées s'emparent de la totalité et soient capables de prononcer un autre type de verdict que celui de Marx, c'est-à-dire celui de la révolution. Alors, en tout cas, moi, pour ma part, dans les limites qui sont les miennes, je ne connais pas ces forces morales et scientifique, intellectuel, à la mesure de ce que je suis en train de vous décrire. Tout ce que je peux dire, c'est que il ne serait pas impossible que ces penseurs viennent de Chine, il ne serait pas impossible que la mutation du marxisme ne soit pas le fait des fameuses élites du quartier latin, mais vienne de ceux qui ont effectivement en charge le monde depuis une souche marxiste, c'est-à-dire la Chine elle-même. Donc, il est concevable, même si je n'en connais pas la lettre, que les futurs penseurs de la totalité et au fond de l'incarnation, pour reprendre les termes de notre débat antérieur, vers une immanence radicale des processus de la totalité, soient pensés depuis un singulier échange entre le confucianisme et le marxisme. Mais en tout cas, je ne les connais pas, je ne les ai pas vus à l'œuvre et je ne peux pas les énoncer. Je peux juste énoncer là une probabilité. Oui, ce que vous évoquez, vous connaissez, je pense, assez bien la Chine pour y avoir séjourné, pour y avoir établi des collaborations de recherche et d'enseignement entre votre propre université et des universités là-bas. Donc, ce que vous entrevoyez, c'est effectivement disons, pour le dire clairement, l'Europe n'est plus le centre du monde. Cette crise a affecté plus que tout autre, d'abord les États-Unis, qui est le grand malade de cette crise. Son absence de leadership est frappant tout au long de ces mois. L'Europe aussi dépassée par
problèmes d'infrastructures sanitaires, etc. Donc clairement, on sent que l'Asie à la faveur de cette crise, semble se positionner comme force majeure, alors peut-être au pluriel, et effectivement, la Chine apparaît comme, voilà, comme une nation qui a de l'avenir. Il me semble aussi que dans ce que vous montrez, donc l'immense majorité silencieuse et conduite un peu de manière grégaire, c'est que cette crise a conforté une dimension autoritaire dans l'imposition du confinement dans la plupart des pays. Ce confinement, bon, les citoyens l'ont respecté dans l'ensemble, mais souvent il a été vécu de manière contrainte, des excès policiers, voilà, une dimension autoritaire couplée à la puissance du numérique, euh, disons, avec la possession des données numériques concernant toutes les données que nous produisons, mais aussi les données relatives à notre état de santé. Tout cela nous conduit aussi vers un monde de surveillance par ce numérique. Et ça, clairement, la Chine est aussi en pointe dans la production de cet ordre-là. Donc, ce que nous voyons aussi, c'est des phénomènes assez inquiétants de contrôle des populations, voilà, société sécuritaire. Et ce qui me paraît aussi assez frappant, c'est que, parce que voilà, nous sommes dans l'attente peut-être d'un Beethoven, mais il y a beaucoup de ressemblances, il me semble, entre l'époque que nous vivons, la dernière décennie que nous avons vécue et la décennie qu'a vécu Beethoven 1810-1820 ou même avant. C'était quelqu'un qui était enfin, qui a, comme je l'ai évoqué, un homme des Lumières qui a accueilli favorablement la Révolution française, mais qui vivait dans un empire austro-hongrois très autoritaire. Vienne était une ville, la ville de la fête, la ville voilà, de l'amusement, mais sur le plan politique, lui, Beethoven et ses amis ne cessaient de dénoncer, disons, le contrôle, disons, la censure, lui-même était repéré. Et donc, alors ces dimensions ne s'expriment pas dans son œuvre, mais dans ces échanges, on voit qu'il était très sensible à ces questions et il y avait un sentiment de dépression par rapport justement à des attentes de droits de l'homme, des ouvertures qu'avaient promises les philosophes des Lumières, la Révolution française, etc. Et des réalités où l'autoritarisme, le conservatisme dominé. Et je trouve que ce qui s'est passé en 2010, nous avons eu un grand nombre de mouvements sociaux un peu partout dans le monde où des gens instruits, des gens bien formés, qui n'avaient pas accès, voilà, privés d'opportunités de travail ou qui vivaient voilà, de manière précaire, mais de manière générale bien instruite, bien au fait voilà, bien formés sur le plan de la citoyenneté, qui ont généré des révoltes, des manifestations pour soit renverser des tyrans ou des despotes comme dans le monde arabe, mais aussi pour se rebeller contre la tyrannie des marchés financiers ou pour changer des lois injustes ou pour refonder la politique, la démocratie à travers voilà, réinventer la démocratie. Et ça va, voilà, du printemps arabe au mouvement des Gilets jaunes. Mais ce qu'on remarque, c'est que tous ces mouvements donc, présentent une certaine similitude. Donc, pas de leader, pas de parti unifié ou d'idéologie qui porte ces mouvements protestataires. En général, la non-violence, ce sont des mouvements qui ne s'inscrivent pas dans une lutte armée ou dans une confrontation violente avec l'État ou le pouvoir, mais presque partout, l'essai ne se transforme pas politiquement et on voit que finalement, voilà, l'autoritarisme revient renforcé plus que jamais et donc on aboutit vers un monde où l'immense majorité des gens subit une sorte de destin de bétail cognitif, c'est l'expression, je crois, de Gilles Châtelet, je crois. Voilà. Et donc, avec ce numérique,
les moyens de répression, de contrôle, de manipulation sont encore plus forts que jamais et a fortiori avec, disons, la nouvelle raison d'État, si vous voulez, c'est la crise sanitaire. C'est au niveau de la crise sanitaire, on peut aujourd'hui imposer un état d'urgence. Et je vous parle de très nombreux pays, en dehors de l'Europe, un peu partout. Les citoyens sont aussi assez interloqués de voir que les armées sont dans les rues et que finalement, on est en train de perdre beaucoup d'acquis au niveau des libertés fondamentales, de droits de l'homme. Et donc, et puis en même temps, on voit clairement la Chine à l'horizon qui se profile. Donc, c'est d'une part inquiétante, mais est-ce que vous voyez quelque chose, comment dire, une lueur dans ce paysage un peu, un peu sombre que je viens de dresser? Je serais connu comme une lumière si j'avais une réponse unique et militante à vous proposer. Non, ce que je pense, c'est que nous sommes plus précisément en 2010, que nous avons tous vécu, je dirais de 2010 à 2016, une sorte de printemps de l'esprit, de moments dans la violence sans doute, mais aussi dans une forme de renouvellement en ces années, et que euh, cette courbe s'est affaiblie autour de 17 et de 18, et qu'elle est tombée dans un événement tellement abyssal, qui est celui dans lequel nous sommes, en 2020, que nous sommes absolument hors de contrôle de cette joie initiale. Donc, il faut apprendre à penser comme si ces années étaient un heureux souvenir et une sorte de renaissance interrompue. Et nous avons à écrire une autre histoire. C'est mon sentiment que j'ai vu s'inscrire au fond, heure après heure, dans les dates que je viens de rappeler. Au fond, il y a une sorte d'été humain dans ces années-là que nous ne connaîtrons plus avant de très longues années. Les gouvernements ont utilisé le confinement, à mon avis, un peu à la légère, sous la seule pression de la gestion des hôpitaux qu'ils n'avaient d'ailleurs eux-mêmes pas préparé à de pareilles épreuves. Et l'éloge du confinement est partagé par bien peu de gens aujourd'hui, ou en tout cas par le corps médical peut-être, mais certainement pas par tous les analystes, à la fois économistes, sociologues et culturels qui ont l'esprit encore libre. Donc, je ne pense pas que l'État pourra se permettre un deuxième confinement.
Il me semble que ce petit jeu a connu son usure et qu'il va falloir finir par exposer son corps à l'épidémie. Et que vous, moi, demain, on peut être mort, mais ce n'est pas si grave non plus. Nous sommes des milliards à pouvoir être morts, nous sommes aussi des milliards à pouvoir être vivants. Il faut justement avoir un point de vue de totalité. Il faut accepter que nous soyons raflés par la grande faucheuse. L'essentiel étant que, étant fauché, ce pourquoi nous avons vécu garde sa signification. Donc, arrêtons de nous barder de précautions. D'ailleurs, soyons très clairs, mon cher Reda, nous l'avons tous plus ou moins, cette maladie. Nous l'avons, elle est promise à une pandémie et tout le monde l'aura. Il y aura des gens qui survivront, d'autres qui ne survivront pas. Donc, c'est pas ça qu'il faut penser. Je reconnais qu'il faut garder, disons, la décence dans les lieux publics comme les EHPAD et les hôpitaux, mais de penser que la politique, c'est-à-dire la survivance de ce pourquoi les hommes vivent ensemble, doivent être entièrement indexés sur ces systèmes au fond locaux que sont ces dispositifs de soins, c'est proprement délirant. C'est comme si on travaillait que pour les cimetières. Donc, ça revient à peu près à un horizon aussi riche. Donc, je pense que c'est fini, qu'il ne peut pas y avoir un deuxième confinement. Les États vont peut-être tenter des micro-espaces de confinement, mais une sorte d'hébétude comme celle du printemps me semble difficilement envisageable. Donc, nous allons basculer, évidemment, du confinement à la violence. C'est inévitable, c'est absolument inévitable. Et donc, la vraie question qui se pose, c'est, dans ce contexte, y a-t-il des personnalités de sagesse, de maîtrise de soi, de bonté, mais pas de la bonté pitoyable des hôpitaux, mais de la bonté supérieure de l'humain, qui prennent en charge le geste social que nous attendons tous. Alors, en France, on a souvent donné aux grands hommes politiques cette fonction. Il se peut que leur fragilité soit définitive et que nous ne puissions pas attendre d'eux ce surgissement. Donc, on pourrait dire que vient le temps des génies. Il me semble, peut-être à vous choquer, hein, que c'est exactement la fonction, la figure qu'a eu le professeur Raoult pendant cette épidémie. Il a tous les défauts, toutes les qualités du génie, c'est-à-dire qu'il est odieux, mais il est juste, il est orgueilleux, mais il réfléchit. Il est intempestif, mais il sait résister. Donc, il nous faut une foison de Raoult. Il faut que les médias arrêtent de faire leurs affaires en dénonçant des personnalités de cette mesure pour leur préférer les petits réglementateurs gouvernementaux. Et il faut faire la place à ces personnalités plus vastes, enfin, pour reprendre votre vocabulaire, plus beethoveniennes que les autres. Le problème, c'est que là, je ne vois qu'un Raoult pour nous faire la 5e symphonie de l'épidémie et qu'il nous en faudrait 1000. Mais ceux-là, ils ont été égorgés par le système de sélection, d'idéologie de la norme, du libéralisme, de l'individualisme, enfin toute la masse de toutes les folies de la société du spectacle. Donc, s'il faut faire une prière, en tout cas, en ce jour où nous concluons notre propos, ce n'est pas les 1000 fleurs qu'il nous faudrait pour parler la langue de Mao, mais les 1000 Raoult. Et là, ça serait une chose magnifique. Je doute que l'Europe ait encore les nerfs pour faire sortir des fils de Gaulle, les fils de Malraux, comme sont les gens de la taille de Raoult. Et il se pourrait que nous n'ayons que fort peu. Eh bien, paix à notre âme si nous n'avons pas ces protecteurs. Moi, je dirais que je suis tout à fait d'accord avec vous que ces personnages de génie, ces personnages admirables, à la fois dans leur travail et aussi qui se révèlent à la faveur de crises, existent, mais que probablement que le paysage médiatique et politique fait tout pour ne pas les faire apparaître. Extraordinaire, extraordinaire.
Voilà, Mais je suis persuadé qu'ils existent, ils sont en grand nombre, mais qu'ils ne peuvent pas apparaître dans l'espace politico-médiatique tel qu'il est structuré actuellement, et que peut-être là aussi encore, le numérique, c'est aussi peut-être le lieu de déploiement de ces nouveaux génies, aussi de ces gens qui ont un rapport de fraternité aux autres et qui ne se posent pas forcément, vous évoquez l'arrogance, etc., mais qui sont aussi dans un rapport aussi d'ouverture aux autres et qui probablement mènent un combat contre des superstructures qui sont aujourd'hui un petit peu nécrosées au niveau de la représentation voilà, du réel, et qui ne rendent pas compte ce qui se joue. Je pense que effectivement, ce que vous mettez en avant, c'est que il y a des énergies. Et moi, je le ressens parce que je voyage un petit peu et que je suis en contact avec des gens très, très différents, des gens très humbles, des gens au niveau d'associations. Je perçois toujours l'espoir à la faveur de rencontres avec des individus ou des associations, des communautés improbables dans l'espace formel, mais qui, dans le réel, peut-être à une échelle restreinte, ben, ils nous élargissent l'horizon. Donc cet espoir est constant, mais malheureusement, on ne le perçoit pas au niveau de nos représentativités. Peut-être que nous devrions renouveler cet espace de représentation, son aspect, disons, voilà, politique, médiatique, et je parle même, je dirais même au niveau même de l'intelligentsia. Je pense que, voilà, disons, il y a peut-être une crise de représentation des élites et que voilà, de nouvelles élites devraient voir le jour. Eh bien, on se donne rendez-vous, mon cher Reda, peut-être à l'automne précisément, pour faire notre bilan. Voilà. Trouvons un rythme régulier et nous pourrons après raconter une longue histoire. Vous avez ouvert un très grand nombre de pistes très fécondes autour de la musique, autour de ce que nous vivons, et c'était vraiment un plaisir de m'entretenir avec vous. Allez, bon été et alors Merci à vous, très bon été à vous. à bientôt. Ouais. À bientôt, au revoir.